Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec Louis-Philippe Valiquette, Benoît Tardy et Clément Laberge. Et ensemble cette semaine on revient sur les nombreux barbecues qu'il y a partout au Canada pour l'élection fédérale. Dominique Anglade qui s'enfarge toute seule dans la chefferie libérale et aux States, les démocrates sont-ils les nouveaux péquistes? Bonjour les gars. Salut. Salut. Ça va bien? Absolument, fait chaud un peu. C'est le fun de faire des épisodes l'été. Il se passe, des fois on a l'impression qu'il se passerait peut-être un peu moins de choses, mais c'est pas vraiment le cas. Faut quand même rester alerte. Faut rester alerte. On a pas mal de choses cette semaine. Avant de voir toutes ces choses-là, je vais commencer avec un peu de trucs désengagés publics. Il y a Denis qui, en tout cas, prend vraiment pas de vacances. Je comprends pas comment il fonctionne, ce gars-là. Il est pas là cette semaine parce que je pense qu'on l'a caché dans un sous-sol. Mais il a quand même fait 3 entrevues de suite à ne pas manquer avec Pascal Bérubé du PQ, Samuel Poulain de la CAQ et Michel Picard qui est un libéral fédéral. Et la semaine prochaine, il y aura mon entrevue avec Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc québécois, comme je l'appelle, le mimeur en chef ces temps-ci. Alors, manquez pas toutes ces entrevues. C'est l'été, c'est la saison pour rattraper vos entrevues que vous aviez manquées. Il y a un buffet devant vous, il y a des choix, il y a de la gauche, il y a de la droite, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes. Vous pouvez découvrir tous les politiciens en ce moment du Québec. Sinon, commençons avec cette belle élection fédérale, messieurs, qui a commencé, qui est bien lancée non officiellement. En tout cas, maintenant, officiellement, on sait que l'élection va avoir bien lieu le 21 octobre prochain, parce que le DGE a confirmé que les élections auraient bien lieu à cette date-là. Elles ne seront pas repoussées finalement. En même temps, on a eu un sondage léger dernièrement où les conservateurs sont en avance de quelques points à 34%, les libéraux derrière à 32%, le NPD un peu plus loin à 14%, Parti vert à 10% et les amis bloquistes à 4% au niveau du Canada. Si on met ça par exemple au niveau du Québec, on tombe avec les libéraux à 36%, les conservateurs à 23%, puis avec le Bloc à 19%. L'élection s'en vient, puis on est dans une nouvelle ère avec des élections qui vont devoir faire face à de nouvelles réalités. Bien, Ottawa se prépare justement à contrer une ingérence étrangère. Il y a une cellule de crise qui a été montée pour monitorer et réagir. L'équipe, en gros, est mandatée d'informer la population canadienne sur ce qui se fait, s'il y a des incidents qui pourraient menacer une élection qui est libre, qui est juste. C'est pas très clair, par exemple, qu'est-ce qui seraient les critères menant à une alerte publique, mais le comité a été mis en place. Chez les libéraux fédéraux, on a appris cette semaine que Trudeau demandait 51 000 $ à chaque député. Il faut comprendre quand même qu'à la suite de la commission Charbonneau, on avait quand même noté que les objectifs de financement électoraux étaient des choses qui étaient dangereux, qui pouvaient mener à une pression qui menait par exemple les députés à faire des gestes illégaux ou leur équipe à faire des gestes illégaux. Donc ça a été soulevé cette semaine. Aussi, Régent Hébert va briguer l'investiture libérale dans Longueuil-Saint-Hubert. Il y avait déjà eu des discussions avec le NPD en 2015. Donc Hébert, c'était décrit comme un politicien qui était plus à projet que quelqu'un qui est plus à parti. Donc, ce sera aux électeurs maintenant de juger de sa compétence. Chez les conservateurs, on est en zone paritaire au Québec au niveau des candidatures. Ils veulent revoir le guide alimentaire canadien et Andrew Scheer promet de faire du pont de Québec, les gars, une de ses priorités. Puis je finis avec le Bloc parce que Yves-François fait une tournée médiatique où il dit que les souverainistes sont mûrs pour de bonnes nouvelles. Et il y aura des publicités bloquistes avec des slogans ciblés dans chaque région du Québec. Mon ami Clément, est-ce que les élections fédérales t'endorment autant que moi?
faut-il se réveiller? Eh bien, écoute, j'essaie de rester attentif parce qu'il faut rester attentif parce que c'est quand on s'apaise qu'on se fait passer Un sapin. un sapin, j'allais dire les plus grosses conneries. Fait que j'ai pas le goût de manquer d'attention, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Écoute, autant j'ai eu l'impression que la dernière élection fédérale a été éternelle. Ça a duré des mois. Là, j'ai l'impression que celle-là est comme pas commencée. En tout cas, moi, dans mon entourage, elle est comme pas commencée. Là, je vois des petites affaires, mais écoute, j'entends plus parler des sondages que des idées défendues par les partis. Ça fait que je me garde des énergies pour regarder ce qui va se passer, probablement dans un genre de Thunderstrike électoral quelque part en septembre où tout va se passer en 2-3 semaines. Écoute, il y a plein de choses que tu as nommées sur lesquelles je voudrais revenir. Les conservateurs qui lancent comme promesse de revoir le tout nouveau guide alimentaire canadien. Que c'est ça? Le pont de Québec, ça fait combien d'élections qu'on va faire là-dessus? Je le sais plus, je peux pas les compter. Parce que les gars, corrigez-moi, là, c'est pas la première fois qu'un politicien dit ça à Ottawa, là. Ben non, ça fait 2, 3, 4 élections qu'on fait là-dessus. Des fois, c'est de faire une étude, des fois, c'est de le racheter, des fois, c'est de le repeinturer. Je sais pas, là. Puis là, on a fait une élection sur le 3e lien. Là, on va en faire une sur le 2e. En tout cas, j'en perds un peu mon latin. Puis sur le 3e lien ou pas encore? Le 3e lien, écoute, je pense qu'on était à l'aube de la première pelletée de terre. C'est une idée à creuser, ça, le 3e lien. Ouais. OK, pas pire. Et puis, sur le bloc, moi, quand Yves-François Blanchette dit « Les souverainistes sont mûrs des bonnes nouvelles », moi, j'aurais comme une nuance. On n'est pas dû pour des bonnes nouvelles. On est dû pour des idées nouvelles. On est dû pour quelque chose de stimulant. Oui, au bloc. On est dû pour quelque chose de plus stimulant que de rejouer tout le temps dans le même film. Tu sais, je sais pas, là, la première fois qu'on a présenté la stratégie du Bloc, puis qu'on a fait élire les premiers députés du Bloc, c'était quelques mois avant la sortie du premier Roi Lion. Là, il y a eu deux suites, un jeu vidéo. Là, on est dans le remake, puis on va refaire une élection encore dans le même contexte. Moi, je suis bien fatigué de ça. Je suis convaincable de voter pour le Bloc, mais pour le moment, je suis pas convaincu pantoute. Remake du Roi Lion, remake du Bloc, c'est pas ça qui se passe? Ouais, ben c'est un peu ça l'impression que j'ai. Je vais faire du millage sur ce que tu dis, Clément, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Je suis tellement pas motivé par cette élection-là. Premièrement, j'entends la même chose que toi. Je vois pas réellement qu'on est en élection. Je le perçois pas. J'imagine, le calme avant la tempête. Est-ce qu'on va retomber dans une dynamique d'une élection d'un mois comme on l'a toujours fait avant? Peut-être que cette année, on aura moins profité des dynamiques ou de ce que nous offre le fait d'avoir une élection permanente. Là. Je trouve quand même que les libéraux fédéraux sont sur le terrain depuis déjà un mois. Moi, je suis quand même beaucoup les pages libérales fédérales, puis je vois beaucoup de Justin Trudeau devant des foules. Peut-être qu'il faudrait que je suive un peu plus Andrew Scheer voir, mais en tout cas, les libéraux fédéraux sont partout au pays. Là. Moi, je peux même pas te nommer les candidats dans ma circonscription. Je peux te nommer mon député, mais je peux pas te nommer les candidats. Ouais. Fait que c'est pour te dire que les gens qui s'intéressent pas à la politique, ils doivent en être loin en tabarouette. Mais tu sais, le pire, c'est que probablement que tu connais 90% des démocrates qui se présentent aux États-Unis. Des démocrates? Oui, des démocrates. Aux États-Unis? Ben oui. Oui, pour la comparaison, tu sais. Oui, tout à fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, je veux juste quand même y aller sur les messages du Bloc, tu sais. Je ne vois pas en ce moment, puis on est loin, on vient de le dire depuis moi, là. On est loin peut-être du grand rush de la fin du marathon. Alors j'espère qu'il y a des choses qui se préparent au Bloc, sauf que je ne vois pas encore de raison de voter Bloc. On n'a pas encore expliqué pourquoi le Bloc, pourquoi maintenant. C'est pas clair. Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça comprendre comment voter pour le Bloc aujourd'hui. Ça va me permettre d'espérer des actions plus efficaces pour relever les défis que je pense être ceux du Québec aujourd'hui. Puis ça, pour le moment, là,
c'est une démonstration qui reste à me faire. Fait que je passe le message, je suis ouvert à des idées, puis si je suis convaincu, je vais devenir un bon porte-parole, mais pour l'instant, je vois pas C'est trop. pas là. Je sais qu'en coulisses, on me promet des affaires. On me dit ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, ça reste à voir. Mais tu sais, je suis souverainiste moi-même, puis j'ai même pas le goût d'aller voter. Fait qu'il faut motiver au moins la base. On n'a pas de raison pour l'instant d'aller voter. Au moins c'est pour sauver une base de nationalistes. Puis je veux dire, on me parle en coulisses du gouvernement Legault. Apparemment, le gouvernement Legault donne la voie à suivre, mais OK, mais tenez un discours nationaliste plus concret que « Nous ne sommes pas le Canada, Justin Trudeau est méchant ». Il faut quand même se sortir de cette dynamique-là. Il faut dire autre chose qu'il y a juste un problème au Canada. Moi, j'étais un peu déconnecté là, durant le dernier mois. Je me suis marié il y a le mois dernier. Mazel tov! Ouais. Félicitations! Puis, depuis ce temps-là, j'avais été un peu comme à l'extérieur de la sphère. Puis tout. Puis, tu sais, quand on dit quelqu'un qui s'intéresse pas à la politique, j'étais un peu comme dans ce mode-là pendant un mois. Puis ça fait quoi de revenir? Ouais, c'est ça. C'est vraiment le sondage qui m'a comme réveillé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste ouvert mon Twitter, puis j'ai comme regardé qu'est-ce qui se passait. Beaucoup de monde parlait du sondage. Ouais. J'ai vu ça dans mes notifications, Journal de Montréal, la presse, etc. Ça parlait de stats, ça parlait qu'il se passe quelque chose. Ah oui, c'est vrai, il y a des élections fédérales qui arrivent. Ça m'a un peu réveillé. Okay. Peut-être que une chose semblable va arriver pour le reste du monde. Là, tu sais, je veux dire, quand tu t'en vas acheter ton journal ou peu importe, puis que ça te parle d'élections, que ça te parle de chiffres, ça te dit telle personne va devenir ton premier ministre dans X mois, je pense que ça peut commencer à justement te réveiller. Peut-être que le monde va commencer à s'intéresser, mais comme vous dites, là, on n'est vraiment pas à pleine vapeur encore. Ben, tu amènes un bon point, puis c'est la même chose pour les démocrates en ce moment. On est chez eux à un an d'élection. Nous, on est dans une autre dynamique où c'est le calme avant la tempête. Là, en ce moment, ce que les partis doivent faire, c'est bâtir leur base, bâtir leur noyau, amasser les dons des plus fidèles donateurs, aller chercher les bénévoles, baser les fondations sur lesquelles ils vont s'appuyer pour aller parler à l'électorat général après, aux gens. Dans le fond, tu as vécu le processus des gens normaux, comme dirait Denis. Puis, je pense que c'est aussi le moment où est-ce que les partis vont, comme tu dis, ils vont commencer à ramasser du monde, mais surtout aussi des candidats. Moi, j'en ai pas vu beaucoup non plus, là, comme Clément dit, mais j'imagine que, tu sais, éventuellement, ils vont se mettre à annoncer vraiment les noms puis les assemblées d'investiture, etc. Ça, c'est sûr que ça va créer un peu plus de traction. Ouais. Benoît, toi? Ben, moi, je comprends ce que vous dites, mais pour qui on vote si on vote pas pour le Bloc? Sans blague. L'idée, c'est de pas aller voter. Si tu votes pas, c'est ça. Ouais, mais là, voyons, après ça. Ou tu votes pour le pouvoir, voyons donc. On l'a vu que les nationalistes au pouvoir, là, ça vaut la peine de voter pour le pouvoir. Ça change tout. C'est vrai, mais c'est pas toi, François, qui dit que ce podcast-là, c'est pour arrêter le cynisme. T'es pas pire, là. Ouais, non, mais notre message est clair quand même de changer le message au Bloc, là. Oui, tout à fait. Il y a une chance. Mais moi, j'envisagerais quand même le Parti vert, malgré tout, parce que s'il s'agit de passer un message aux politiciens qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire et qu'ils n'y sont pas attentifs, j'aurais l'impression quand même de faire un vote utile. C'est un argument qui se vaut. Je suis assez d'accord que ça peut se valoir, mais je suis pas prêt à voter vert. En parlant de ces autres partis-là, j'ai l'impression que c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas pantoute parlé du NPD qui, il y a quelques élections, se voyait prendre le pouvoir, etc. Est-ce que ça va retomber aux oubliettes? Parce que dans le dernier sondage, il était encore plus bas que les résultats qu'ils ont fait à l'élection. Fait que je pense que leur lune de miel qu'ils ont eue a été très passagère. Puis comme tu dis, c'est ça, les Verts, je pense qu'ils justement ils sont en montée. Puis encore plus en Colombie-Britannique. Puis ça, je trouve que ça commence à être intéressant à voir. Tu sais, là, j'ai vu le sondage, puis tout d'un coup, je me suis intéressé. Là, mais si on regarde la différence entre les provinces, on a vraiment un genre de schisme là, d'un côté Colombie-Britannique qui s'en va de plus en plus vert,
Après ça, au Québec, bon, on a une légère remontée du bloc. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça va être intéressant à voir. L'Alberta, conservateur à fond pour pas nous surprendre. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va vraiment se retrouver avec des provinces vraiment, vraiment avec des résultats complètement différents d'un bord à l'autre? Ça va comme créer encore plus je sais pas, comme une différence entre chaque espèce de strate de la population canadienne, plutôt. En tout cas, le spin évident qu'on va entendre à société d'ici l'élection, c'est le Bloc a la possibilité d'avoir la balance du pouvoir. Ouais. Donc moi, je veux bien entendre ça, mais il faut qu'on m'explique ce que ça va donner. Puis une chose qui va être déterminante dans cette élection-là, les libéraux, les conservateurs ont déjà commencé à faire ça, c'est d'essayer de cristalliser ce qui est en jeu dans cette élection-là. Donc, les libéraux, en ce moment, disent très clairement que c'est d'empêcher les conservateurs de nous faire reculer. Les conservateurs disent que c'est l'heure de faire tomber Justin Trudeau et ses politiques très progressistes et qui coûtent cher aux Canadiens. Qu'est-ce qui est en jeu au Québec dans cette élection-là? Il faut le clarifier. Puis pour l'instant, est-ce que c'est d'empêcher les pipelines de passer? Est-ce que c'est d'avoir un discours nationaliste de dire maintenant, ce qui passe par le Québec est déterminé par le Québec? C'est de renouer avec un nationalisme affirmé dans 3-4 dossiers clés, puis that's it. Ça peut se faire, mais il faut clarifier qu'est-ce qui est en jeu dans cette élection-là. Sinon, pour l'instant, tout ce qu'on me vend, c'est une autre fédérale comme un autre, puis que ce soit pas Harper, mais Scheer ou Trudeau au pouvoir, ça ne changera pas grand-chose. Pourtant, c'est quand même intéressant parce que avec le gouvernement de la CAQ qui démontre quand même une certaine forme de nationalisme puis qui était capable de mettre son poing sur la table un petit peu du côté de la fédération, ce serait justement le temps pour le Bloc de vraiment concrétiser leurs potentielles promesses là, ou de les faire. Ouais. Puis, il risque d'avoir des luttes à plusieurs dans énormément de comtés du Québec. Ce que j'entends aussi chez mes amis de QS, c'est qu'on va aller quand même aider beaucoup plus le NPD que le Bloc. Même s'il y a quand même encore quelques anciens ex-ON qui vont au Bloc. Donc, il y aura sûrement, connaissant les gens de QS, il y aura sûrement 2-3 comtés cibles qu'on va mettre, genre 95% de tous les militants de QS dans ces comtés-là, du côté de NPD. On va être très concentré. On va faire une force de frappe. On va essayer de les garder. On risque fortement de les garder. Donc, ça va être intéressant du côté du Bloc des libéraux d'essayer de se faufiler avec la montée conservatrice. Puis, tu sais, les gars, si vous allez voir les sondages en ce moment, ce qui est super intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment un mouvement nationaliste au Québec en ce moment, parce qu'à chaque fois que les libéraux baissent ou que les libéraux bougent, vous avez le Bloc et les conservateurs figés ensemble, toujours à la même distance, qui montent et qui descendent de manière complètement parallèle. Donc, il y a une espèce de vote nationaliste qui est carrément une courbe, une tendance là, ensemble. Donc, mais ça va être une drôle de danse, hein, parce que il se pourrait que le Bloc veuille travailler, se rapprocher de la CAQ le temps de l'élection. Pas sûr que la CAQ voudra tant que ça s'afficher de cette façon-là. Puis sur le terrain, ça va amener des gens qui appuient le Bloc et qui ont appuyé le PQ à travailler de près avec les gens de la CAQ, donc avec des gens fédéralistes. Qu'est-ce que ça donne le lendemain de l'élection? Je demande à voir. Puis tu sais, mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin de se rapprocher de la CAQ. Peut-être qu'ils peuvent se rapprocher de leur discours nationaliste et pas économique, mais en tout cas d'avoir un discours identitaire et nationaliste fort qui était semblable à celui de la CAQ. Pas obligé d'appuyer un brand, une marque, un parti, puis ça peut faire amplement la job. Non, mais il y a du monde sur le terrain. Au-delà d'une association de marques, il y a du monde. Il y a une réalité sur le terrain de gens qui travaillent ensemble ou pas. Fait que tu penses qu'il y a des militants qui vont venir aider? Ou je sais pas, moi je pose la question. Si ça arrive, qu'est-ce que ça donne le lendemain de l'élection? Ouais. Justement, parlant de la CAQ, on va aller à Québec. La lune de miel, en tout cas, les gars, se poursuit avec la coalition Avenir Québec. Ils sont à 47,8% dans le dernier sondage du 12 juillet. PLQ à 21%, 22% si j'arrondis. Si je continue d'arrondir, ça fait QS à 15%.
et le PQ à 11%. Et pendant, très, très habile, ce cher Pascal Bérubé, parce que pendant que tout le monde était en vacances, c'était le début des vacances des parlementaires, ben Bérubé est comme Denis. Ils prennent pas de vacances, ces deux-là. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait une entrevue ensemble, parce que justement, Pascal est sorti dès le début des vacances des parlementaires pour proposer une commission parlementaire sur le vol de données chez Desjardins. Desjardins, justement, a offert une protection permanente d'Equifax à tous ses membres. Ils se sont aussi, Desjardins, défendus devant un comité à Ottawa, mais il n'y a pas eu de commission à Québec. Et petit rappel amical sur Equifax, ils ont eux aussi été victimes d'un vol de données en 2017. Donc, côté sûreté et solution, on n'est pas là en passant. On est en très bonne main. Ouais, même chose pour Capital One, mais aux États-Unis. Cette semaine, je pense, c'était hier au moment où on enregistre, donc lundi, il y a 100 millions de clients, dont 6 millions de Canadiens et 1 million de Québécois donc, qui ont été touchés par un vol de données, encore une fois, chez Capital One. Éric Kerr, qui est le ministre responsable de la stratégie numérique, qui dit qu'il y a des leçons à tirer de toutes ces affaires-là pour les grandes organisations. Et du côté de l'opposition, ben, Marois Risky se range derrière la demande du PQ et demande aussi une commission. Elle dit que le projet du gouvernement de confier nos données à des multinationales étrangères n'est pas la bonne solution. Benoît, en plus d'être péquiste, est-ce que tu es un client chez Desjardins? Je suis un client chez Capital One aussi. Pour vrai? Ben voyons donc. Gros mois pour moi dans l'ordre des données personnelles. Attends, t'es Il faut péquiste? savoir. Non, mais il faut T'es savoir péquiste? T'es chez Desjardins pour vrai et Capital One? Mais Uh-huh. Capital One fournit des cartes de crédit indirectement à des sociétés canadiennes comme Costco. C'est ça. Alors, écoute, moi je vais revenir sur ce que le ministre a dit cet après-midi. C'est hier après-midi, je ne sais plus trop. Ouais. Je pense pas qu'on va pouvoir régler ce problème-là pour toujours. Tant mieux si ces événements-là font que les gens commencent à s'en occuper, là, parce que je pense qu'on est un petit peu en retard là-dessus. Mais ça va toujours être un jeu de chat et de souris, puis les pirates vont devenir meilleurs, la sécurité va s'améliorer. Mais il va toujours avoir ce jeu-là. Je pense que on va pas en revenir rapidement de ça. Mais les données vont devenir de plus en plus quelque chose de précieux, recherché. Il va toujours avoir quelqu'un qui va les vouloir. Fait qu'il va toujours falloir mieux les protéger. Je pense pas qu'on va pouvoir dire « Ok, non, c'est réglé, là, vos données sont en sécurité, c'est fini, vous n'avez plus à vous en faire, tout va bien, dormez tranquille. » Je pense pas que ça va arriver. Mais avec des lois comme ils font en Europe là, avec GDPR, c'est le genre de mesure qui permet justement de protéger les gens. Plusieurs des mesures dans ce package de lois-là, disons, là, peuvent protéger dans des cas comme ça. Par exemple, tu peux demander à une organisation de te donner toute l'information qu'ils possèdent sur toi. Fait que déjà, ça te permet d'avoir une idée de qu'est-ce qu'ils possèdent. Moi, je suis membre des Jardins, puis je connais pas l'entièreté des données qu'ils possèdent sur moi. Comme j'ai une idée qu'ils savent où est-ce que j'habite parce qu'ils m'envoient mes comptes de carte de crédit. Mais hormis ça, est-ce qu'ils savent, ils doivent avoir ma date de naissance, etc. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont de l'information? Puis, une autre mesure, justement, qui est apportée en Europe, c'est que les entreprises doivent faire tout ce qu'elles peuvent pour garder uniquement l'information dont elles ont réellement besoin. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, nous autres, je travaille chez Square Enix, là, qui est une compagnie de jeux vidéo japonaise. On a des données sur les gens, puis sur les joueurs, tu sais, parce que quand ils s'inscrivent, quand ils achètent ou peu importe. Puis, on doit faire une revue complète de absolument toutes les données qu'on possède sur les individus. Puis, si on n'en a plus besoin, on doit immédiatement les purger. Puis, le moins possible que ces données-là puissent servir à identifier les personnes, puis que tu puisses lier, je sais pas moi, un profil de joueur avec un individu réel dans la vie. Fait que, en compartimentalisant, puis en rendant possible cet effaçage de données récurrent, ça prévient justement des problèmes comme ça, ou du moins ça les rend moins graves que ce qu'ils peuvent réellement être.
Clément? Ben là-dessus, c'est sûr que toutes ces lois-là, aujourd'hui, on commence à avoir fait leurs preuves à l'étranger. On en est très, très, très loin ici. Va falloir à un moment donné qu'on s'attaque à ces questions-là. Puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'expérience ailleurs, puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas de moyens juridiques de protéger ça. L'autre élément auquel va falloir qu'on s'attarde éventuellement, c'est les événements chez Desjardins font réaliser à quel point notre système d'identification des citoyens, le numéro d'assurance sociale, est une méthode totalement archaïque. Ben, tellement. Puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de demander des numéros d'assurance sociale dans les dernières années. Moi, j'ai eu à le faire pour mes 3 ados, au moment où ils ont eu leur premier job. Mais je veux dire, c'est d'une candeur. Quand tu vas chercher le numéro d'assurance sociale, on te dit, parce que moi j'ai dit, ben, allez-vous leur donner une carte? Comme moi j'en ai une. Puis la réponse, c'est non, on donne plus de carte parce que c'est risqué de la perdre. Fait qu'on vous l'imprime sur un papier, mais ne le perdez pas. C'est quoi ça? C'est ça la réponse aujourd'hui. Tu sais, fait que il y a un moment donné, il y a une réflexion qu'on sait qu'on doit faire depuis longtemps, qu'on n'a pas faite, puis ben c'est là qu'on est, puis là on se fait prendre de vitesse. Fait que moi je suis d'accord avec Benoît qu'on prendra jamais le dessus sur ça, on sera jamais à l'abri de ça. Mais sauf que là on est bien au-delà de ce qui n'est pas contrôlable, puis il va falloir que des gens assument, puis il va falloir du courage politique parce qu'aujourd'hui, on le dit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui profitent de la faiblesse de nos lois sur la gestion des renseignements personnels, puis il y a beaucoup de gens qui font de la business là-dessus. En tout cas, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, tu sais, je reviendrai à notre conversation qu'on avait eue sur l'environnement il y a quelques mois déjà. L'épisode qu'on avait appelé quelque chose comme la tractation, la traction pogne, parce qu'on jugeait qu'il y avait comme une espèce de mouvance soudainement internationale où il y avait une traction sur le sujet de l'environnement. On sentait que soudainement, ça devenait important. C'était avant l'arrivée de Greta. Puis je sens qu'il se passe la même chose avec les données au Québec et au Canada. Malheureusement, ça aurait pris Desjardins pour que ça arrive, mais enfin, on prend ça au sérieux. Puis beau travail de Marois Risky qui semble comprendre et être une des seules qui semble comprendre comment ça marche. Marois! Totalement d'accord avec sa vision sur l'organisation, les organisations étrangères, les données gérées dans d'autres pays à l'extérieur. Pascal Bérubé aussi, bravo pour son timing pendant les vacances. Excellente idée. Pendant ce temps-là, on a le gouvernement qui dort au gaz. Je comprends qu'il y a des vacances. À un moment donné, quand les données de millions de Québécois sont en jeu, je pense que ça vaut la peine de rapatrier du monde, de canceller des vacances, t'es repousses, tu ramènes ton monde, puis tu gères des crises. Et c'est une crise à gérer qui est prise beaucoup trop à la légère par le gouvernement actuel. Mais puis on pourra pas se contenter de dire il y a des leçons à tirer. Il va falloir faire des propositions, puis les amener, puis en faire des lois. Là. Absolument. Il y a de la place à faire quelque chose. Là. Ben c'est mon point. C'est vraiment l'heure que les législateurs se tirent les doigts du nez, puis qu'ils commencent à comprendre, ce qui se passe, 2, les risques, ça veut dire pour les citoyens, parce que avoir ces données perdues, ça a des impacts réels dans ta vie après quand tu veux une maison, quand tu veux un prêt, ça a des impacts réels dans ton quotidien, là. C'est pas juste « Ah, j'ai perdu mon mot de passe Gmail, so what? » Non, tu vas peut-être pas avoir de maison à cause de ça. Là. Puis après ça, il faut que les législateurs légifèrent, qu'ils fassent leur job. C'est ça leur travail. Course au PLQ. Du côté du PLQ, on fait un remaniement du cabinet fantôme. On a Marie-Claude Nichols qui passe à la sécurité publique. Christine Saint-Pierre est maintenant aux relations canadiennes, à la protection de la langue française et à l'éthique. Kathleen Whale s'en va à la francophonie canadienne. Massef Daraji s'en va à l'immigration. Et l'immigration, c'était à Anglade en passant. Anglade qui maintenant est candidate officielle à la course. Grégory Kelly, Forêt, Faune et Parc. Et il y a eu aussi des remaniements du côté du Parti québécois. Mais c'est plus simple parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Sylvain Roy est devenu porte-parole en matière de travail et Harold Lebel aux affaires municipales. Si je reviens au PLQ, il y a André Fortin qui veut se pencher sur les effets des jeux vidéo et des appareils numériques. Et on a eu la confirmation que la course à la chefferie allait être lancée le 23 novembre prochain.
D'ailleurs, parlant de course, Dominique Anglade a malheureusement confié la gestion de son image à un stratège douteux, un stratège qui a été sanctionné pour malversation et ça sortit dans les médias. Le JDM a poussé un peu l'équipe d'Anglade. Au début, l'équipe a nié, non, il n'a jamais travaillé avec nous autres. Puis à la fin, on a avoué qu'il avait travaillé avec eux autres et ils ont mis terme à leur collaboration. Alors, LP, est-ce que tu vas offrir tes conseils d'expert en communication à l'équipe d'Anglade? Non, ça devrait aller. Pas éternellement, pas extrêmement intéressé par cette course en ce moment. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que, tu sais, comme je disais, il y a déjà mon mois d'absence médiatique qui aide pas. Mais c'est le pouvoir, le parti naturel au pouvoir, là. Ouais, ben je veux les bien. PLQ vont venir l'année prochaine au pouvoir. Ça dit pas grand-chose à date, j'ai l'impression. Puis, de toute façon, c'est quoi? C'est dans un an quasiment, là? Ou c'est au printemps 2020? Ouais, je pense que oui, c'est l'élection c'est en 20, ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il leur reste quand même beaucoup de temps pour faire leur place, pour donner leur opinion. Peut-être que rendu à l'hiver, ça va m'intéresser un peu plus. Puis déjà, on va avoir un nouveau gouvernement au fédéral. Ça va nous permettre de nous mettre de quoi sous la dent. Benoît, j'ai aussi compris que tu avais un grand intérêt pour la course au PLQ. Ah oui, moi je suis tellement un libéral dans l'âme que tout ce qui se passe au PLQ m'intéresse au plus haut point. Non, je suis un peu comme LP. Il s'est pas encore passé grand-chose, il faut être honnête, mais ça m'intéresse pas beaucoup. Là. Les libéraux peuvent bien choisir le chef qu'ils veulent. Je voterai pas pour lui de toute façon. Ben là, Clément, aide-moi. Ben, tu sais, d'abord, il n'y a pas de course pour le moment. Il y a une seule candidate. C'est un peu mon point. Moi, j'observe qu'ils ont annoncé le lancement de la course à la chefferie à peu près dans la même semaine que le PQ doit tenir son congrès extraordinaire. Donc, il y a manifestement une intention là. En tout cas, je me permets de prêter une intention. Bon point. L'autre chose, c'est que moi, ce que je leur souhaite à tout ce monde-là, là, les libéraux... en premier lieu, mais le PQ aussi, c'est de profiter de l'été pour écouter le monde. Parce que ça fait des mois, des années dans certains cas, qui parlent, qui sont ces mêmes cassettes. Puis là, clairement, il y a un message qui a été passé à tout ce monde-là, dernière élection. Peut-être que de prendre quelques mois pour écouter sincèrement, puis savoir ce que les gens pensent, puis attendre d'eux autres, ça serait un bon exercice. Je ne veux pas dire qu'ils le font pas, mais je pense qu'ils devraient réserver du temps pour ça. Puis, il me semble que s'ils le font sincèrement, là, on devrait être capable de le percevoir dans leur attitude puis leur comportement à la rentrée. Ça, c'est ce que je nous souhaite à nous autres. Oui, puis justement, les élections d'un autre palier, c'est comme un moment privilégié pour justement avoir le pouls, avoir une idée de ce que le monde veut. Fait que même si on parle de fédéral, là, je pense que ça va débloquer des idées. Clément, je pensais que le PQ avait fait une tournée de consultation. Oui, absolument. J'en ai pas entendu parler plus qu'il faut. Mais tu leur conseilles de quand même retourner écouter les gens? Ah, mais là, je te parle pas dans une démarche officielle qui s'adresse aux membres. Là. Je parle d'aller écouter les gens auxquels on ne s'adresse pas spontanément dans un contexte partisan. OK. Il faut sortir un petit peu des circuits habituels, puis je ne doute pas que plusieurs le font cet été. Si c'est fait sincèrement, ça peut pas avoir d'effet à la rentrée. Dans le fond, tout ça, c'est ta définition intellectuelle du monde normal. Ouais, on pourrait dire ça. Ça reste que c'est peut-être pas si simple que ça, par contre. Tu sais, c'est bien plus facile d'aller voir du monde que tu connais, avec qui tu t'entends bien. Oui. Tu sais, c'est pas une démarche qui est... elle est simple, mais elle n'est pas nécessairement facile, cette démarche-là. Ben non, mais je suis bien d'accord, mais pour moi, le fait qu'on dise qu'elle n'est pas facile aujourd'hui témoigne d'un des problèmes de la politique aujourd'hui. Aucun doute. C'est que ça ne devrait pas être difficile si on avait créé des dynamiques de rencontres continues. François a parlé pendant longtemps dans des épisodes de campagne permanente et tout. On a-tu oublié ça? Dans des municipalités, il y a des maires qui font des rencontres hebdomadaires ou mensuelles avec les gens de leur situation. Y a-t-il des élus qui font la même chose au Québec sur une base régulière, non partisane? Je sais pas, mais il y a quelque chose dans le constat de cette difficulté qui me parle beaucoup sur la situation dans laquelle on se trouve.
Je pense que si on cherche un esprit communautaire à quelque part, je pense que où on l'a le plus vu à date, c'est chez les députés de Québec solidaire. J'arrête pas de recevoir des événements, assemblée communautaire, nanana, on jase, on fait ci, on fait ça. Puis là, je veux dire, les élections, c'est pas demain hein, pour la provinciale, fait que je pense qu'ils ont quelque chose d'autre en arrière de la tête, puis c'est vraiment de connaître l'opinion des gens. Le problème avec ça, c'est que quand tu fais des... Puis il faut les faire, ces rassemblements militants-là. Ils ont une fonction très utile. Tu rassembles tes sympathisants, tu essaies de les convertir vers des fonctions de bénévoles ou tu les intègres ou tu écoutes ce qu'ils disent, mais tu rassembles une petite frange de la population quand même. Puis je pense que ce que Clément essaie d'exprimer qui est très intéressant, puis moi ça me lume beaucoup ce que tu dis Clément, tu es en train d'identifier, puis on tourne souvent autour de ça, puis ça va mener au populisme comme sujet. On parle souvent d'une déconnexion dans le fond de la classe politique avec la population, puis c'est pour ça que le populisme dans le fond est une réponse des citoyens à la situation politique du Québec, en fait du monde, parce qu'ils se reconnaissent plus dans la classe politique, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on a perdu le lien avec cette classe-là, on a perdu le réflexe de soit la population n'est plus capable d'amener son message à la classe politique et de monter à devenir être la classe politique. C'est normal généralement que des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez deviennent eux-mêmes des organisateurs et ou des élus. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, la population monte leur message et leur volonté. Et dans un second temps, il faut que la classe politique soit capable de verbaliser clairement c'est quoi les défis prioritaires auxquels ton pays ou ta nation, ton comté fait face. Si tu n'es pas capable d'exprimer que tu comprends c'est quoi les défis de ta population, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Puis tu parles à qui? Puis là, ben, je vais faire un petit bout par les réseaux sociaux puis le numérique encore. On a parlé du fait que là, il y a des événements qui font que les partis politiques comprennent l'importance de ce que c'est en train de prendre, mais sur la façon d'utiliser les médias sociaux puis le web en général pour parler avec la population, on n'est pas encore à l'avant-garde non plus de ce qui se fait dans le monde. On l'utilise encore, malgré tout, depuis 10 ans, comme un moyen de broadcast de plus. Puis on communique des clips et des petits messages, puis on fait écho à ce qui trouve déjà sa place dans les médias traditionnels. Mais le potentiel de dialogue et de s'adresser à des gens qui ne s'intéressent pas déjà à nos messages, on l'a très peu exploré encore. Ben? Êtes-vous en train de dire que Twitter, c'est pas la place pour aller rejoindre les gens qui pensent pas comme nous? Voyons, qu'est-ce que vous dites là? Moi, je vais mettre mon chapeau de marketeur 5 secondes, là. On s'en doutait. Vous avez pas idée le nombre de clients, puis quand j'étais au PQ, c'était la même affaire. L'importance qu'on met sur les médias sociaux, elle est là, elle doit être là. C'est un outil comme un autre. Mais on nommait énormément des outils qui sont aussi efficaces, sinon plus, comme simplement les activités, les rencontres humaines, les courriels, Google Search. Les algorithmes changent chez les médias sociaux. Leur fonction et l'utilité qu'ils doivent avoir changent avec ça. Puis ça, il faut le comprendre. Des députés ou des candidats qui ont comme stratégie principale Facebook, faut que ça change. Ben, je suis bien déçu que vous pensez que vous êtes en train de dire que Dieu parle pas en 140 caractères. Je suis vraiment déçu. Mais quand même, je pense qu'on peut regarder dans les médias sociaux. J'ai l'impression que ce qui s'est bien le plus passé, c'est que les gens se sont auto-organisés, puis qu'il y a les groupes de pensée ou les groupes d'influence ressortent de la base bien plus qui viennent de la politique. Il y a comme un manque d'intégration. Ouais, t'as dit le mot magique, là. T'as dit comme ils se sont organisés. Oui, absolument. C'est ça la différence. Tu peux utiliser Facebook avec des groupes Facebook, tu sais, puis je vais prendre un exemple, je vais faire genre une espèce de point Goodwin québécois, là, genre la meute. Ouais. La meute, c'est des gens qui étaient pas vraiment organisés, c'est vraiment grassroots à fond. Ils ont utilisé Facebook à fond pour s'organiser, puis ils ont été un mouvement politique au Québec. Tu peux l'utiliser vraiment pour te monter sur le terrain une équipe
qui fait des actions après civiles dans la société, physiquement, tu vas dans la rue, puis etc. Ou tu peux, comme dit Clément, l'utiliser pour broadcaster, puis tu sais, si tu t'organises, tu peux faire bien plus. Tu peux ramasser de l'argent à des militants. Donc, il y a plus que juste de broadcasting. Parce qu'il y a tout de quoi de plus inintéressant qu'une petite chicane du mardi entre des élus puis des chroniqueurs. Des fois, il faut comprendre que c'est une tactique qui peut être utilisée pour attirer l'attention. Tout le monde le fait à un certain moment. Mais tant que tu reviens sur tes valeurs, que c'est clair, que tu véhicules que voici ce que je veux faire, voici ce que je défends, tant que c'est constamment dans à peu près tous tes messages, à un moment donné que tu te permets une chicane ou un tweet fight avec Patrick Lagacé, c'est pas la fin du monde. Mais il faut que le reste du temps, on sache pourquoi tu es là. Ça arrive pas souvent. Mais c'est ça que je trouve drôle dans la politique, puis on se répète, je le sais, je suis désolé pour les auditeurs, on se répète, mais nous comme citoyens, faut exiger de nos politiciens qui nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire pour les mener au pouvoir. S'ils le font pas, à quoi ça sert de leur donner des sous, puis à quoi ça sert de leur donner du temps pour militer pour eux autres? C'est pas à cause d'une marque seulement qu'on va aller militer pour le PLQ ou pour le PQ, ou pour les conservateurs, whatever, c'est pour aller atteindre les objectifs qui, nous, dans notre vie, sont importants. Puis ça, nous, il faut le communiquer, t'sais. Mais après ça, les politiciens, leur rôle, c'est de clarifier ça, de mobiliser les gens. Fait que ce que tu nous dis, c'est que s'ils sont aussi poches, parce qu'on n'est pas assez exigeant. S'ils sont aussi poches, c'est peut-être parce qu'on est à une autre époque de l'histoire du Québec où les enjeux sont différents. On est en deux époques. Hein. On est sorti de la longue et lente époque post-référendaire, puis on entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la CAQ puis le changement des plaques tectoniques. Les gens se réhabituent, puis je pense qu'il y a des cultures politiques qui vont mourir au Québec. Je ne vise personne, mais je pense à des groupes. Il y a des cultures mourantes qui se sont répétées, qui se sont partagées de jeunes politiciens à vieux politiciens et ainsi de suite pendant des années. Puis ces groupes-là n'ont pas été victorieux, puis ça va mourir. Puis il y a des groupes qui se renouvellent. Les libéraux fédéraux se sont renouvelés de manière merveilleuse en allant chercher, puis je vais prêcher pour ma paroisse, l'expérience américaine. Ils sont allés chercher les tactiques là-bas. On peut être pour ou contre les politiques de Justin Trudeau, mais au niveau du campaigning, ils sont beaucoup plus efficaces. Puis les conservateurs aussi. Les conservateurs aussi sont renouvelés d'une manière des fois plus ou moins honnête et éthique, mais au moins ils se sont renouvelés. Il faut s'assurer d'être up-to-date là-dessus. Et c'est l'heure du Trop long pas lu, votre segment favori, comme j'aime toujours le dire. Donc, on repasse sur l'ensemble des petites actualités qu'on n'a pas eu le temps de placer, de discuter avant. Chacun d'entre nous, chacun son tour, on va prendre un seul sujet et on va expliquer pourquoi ça nous intéresse. On en débat 5 minutes et on passe au prochain. Et je commence avec ce qui se passe à Québec, avec Manon Massé qui entame une tournée des communautés autochtones. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a été critiqué pour une photo avec Malala. Il a même dit qu'il signe et persistait. Québec investit 70 millions dans les services de francisation des immigrants. Tarification du carbone, Québec ira défendre son autonomie en Cour suprême. Legault a aussi dit il a aussi dit non au quota des minorités visibles au CA des sociétés d'État. Intéressant. Près d'une trentaine de classes de maternelle 4 ans de moins que prévu à Québec. Immigration, les étudiants étrangers diplômés au Québec expulsés de la voie rapide. Et en douce, le crucifix du Salon Bleu de l'Assemblée nationale a été retiré quand les députés sont partis en vacances. D'ailleurs, les crucifix des édifices publics vont être protégés, par exemple, par la CAQ. À sa première participation au Conseil de la Fédération, François Legault plaide pour une autonomie accrue des provinces. Les Québécois s'enrichissent plus vite et même on rattrape rapidement l'écart avec l'Ontario au niveau du revenu. Près de 200 municipalités pourraient fermer d'ici 2025. Je ne sais pas si Québec est dans la liste, là, c'est une petite ville. L'influence des anglophones sur les
politique québécoise est en déclin selon un think tank anglophone. Les tensions renaissent entre Oka et Kanesetake, mais il n'y aura pas de crise Oka 2.0, promet le grand chef Simon. L'inclusion de la liaison Québec-Montréal nuirait à la rentabilité du train à grande fréquence. Le Fonds vert a été un véritable buffet pour les ministères québécois, selon l'une des membres du conseil d'administration. À Ottawa, on a Nicolas Casirère qui est proposé comme juge québécois à la Cour suprême. J'ai quand même laissé dans les notes parce qu'on parle peu en politique québécoise canadienne du troisième pouvoir qui est les juges. Alors, je voulais quand même mettre un peu d'informations là-dessus. Le Québec ne peut se refuser un oléoduc sur son territoire, selon le premier ministre de l'Alberta. Des ministres fédéraux victimes d'usurpation d'identité sur Facebook Messenger. Celui qui a tombé lors du scandale d'SNC-Lavalin, qui est Gerald Butts, jouera un rôle important dans la campagne libérale. Et ratification par la France de l'accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne. Et restons pour terminer à l'international. Nicola Sturgeon appelle et lance un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Clément, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qui attire ton attention? Ben écoute, il y aurait plusieurs choses qui mériteraient des commentaires. Je vais en prendre un très simple, très concret. Les nouvelles selon lesquelles l'inclusion de la liaison Québec-Montréal nuirait dans la rentabilité du train à grande fréquence Toronto-Québec, qui deviendrait Toronto-Montréal. Ouais. Évidemment, c'est une nouvelle assez explosive en période d'élection. Les députés libéraux du Québec et de la région sont vite sortis pour dire que il n'en était pas question que Québec restait dans la liste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, parce que je pense que politiquement, ça serait indéfendable de retirer Québec, mais je trouve que ça nous dit beaucoup sur la façon dont on analyse aujourd'hui les questions d'infrastructure et en particulier de transport. L'idée qu'on ne fasse un tronçon de service ferroviaire que s'il permet d'atteindre un certain niveau de rentabilité, témoigne surtout du désengagement de l'État dans ce type de transport-là. Si on faisait le même raisonnement avec les routes, il y a beaucoup de villes, de petites villes, de villages qui se retrouveraient isolés. Si on faisait le même raisonnement avec les écoles et avec les hôpitaux, ça ferait longtemps qu'on aurait fermé les services de santé, les services d'éducation. Là, il y a vraiment, vraiment un problème. Quand on développe du transport, ce qu'on fait, c'est du développement territorial. Il faut avoir une vision de ce qu'on veut avoir comme effet sur le long du parcours. Et là, tout ça semble absent de tous les projets de VIA sur le développement des personnes. Et je crains que ce soit un peu la même chose sur le transport des marchandises. Dans un contexte de crise climatique, tout ceci est absolument invraisemblable. Et je terminerai avec un seul chiffre qui m'a vraiment renversé. On dit que le tronçon Québec-Montréal coûterait 1,3 milliard. On dit que ça pour couvrir Québec-Montréal, et on dit que le lien Québec-Lévis coûterait 4 à 5 milliards. J'ai rien à rajouter. Excellent. Ben, t'es aussi à Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu d'accord avec Clément? Je pense qu'il faut pousser plus loin cette histoire-là. Faut pas qu'il y ait moins de trains qui viennent vers Québec. Faut qu'il y en ait plus. Faut qu'il y ait plus vite. Faut qu'il y en ait plus. Faut qu'il y en ait plus. Ouais, mais souvent. mes taxes. Faut tes taxes. Puis c'est pas un enjeu pour la ville de Québec, hein. C'est un enjeu pour Montréal aussi. Montréal a besoin d'un lien vers la capitale. Mais oui. Non, mais là, c'est ça. Il me semble que des trains devraient en avoir partout. Moi, j'en partirais un de Saint-Georges-de-Beauce jusqu'à Québec, un train à grande vitesse, tous les matins, pouf. L'étalement urbain? Non, c'est pas grave, ils vont tous prendre le train. Oubliez ça, l'étalement urbain. Pas grave, s'il n'y a pas d'auto. Ils sont là, le monde, de toute façon. Avais-tu un autre sujet qui attirait ton attention cette semaine? J'en aurais deux. Moi, j'aime ça, le 70 millions de plus aux immigrants pour la francisation. Ce que j'aime dans tout ça, c'est que tout le monde a l'air d'être content. Ça, c'est rare, ça. Tout le monde trouve « Ah ouais, c'est une assez bonne idée. » Mais il faut quand même expliquer le contexte. T'enseignes le français, donc c'est ton expertise pas mal, là. Je suis pas en francisation, là, mais c'est ça, là, l'idée que les gens apprennent le français quand ils viennent vivre au Québec, je trouve que c'est une bien bonne idée. Puis si on peut implanter des mesures qui vont faire que ces gens-là vont
rester plus longtemps, vont suivre les cours plus longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec un taux de chômage à 3 à 4 % dans la ville de Québec, là, tu peux aller travailler. Là. Tu sais, là, c'est 180 $ par semaine. Là, je veux dire, c'est pas long que tu trouves que tu parles suffisamment bien le français pour aller travailler ailleurs. J'ai une question pour toi, Benoît. Si effectivement c'est assez rare et ça mérite d'être signalé, une unanimité sur une question liée à l'immigration, s'il y a eu unanimité sur cette question-là, pourquoi ça a attendu si longtemps? Écoute, j'ai pas de réponse à ça. Est-ce que tu sous-entends que les libéraux bloquaient une mesure comme ça? Je ne sous-entends rien, je m'étonne. Hey, j'en avais un autre. Moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse une plus grosse affaire pour le crucifix. Tu sais, je trouve qu'on l'a enlevé un petit peu trop en douce. J'aurais aimé ça qu'on laisse tous les bigots chrétiens, catholiques monter aux barricades, dire non, 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 gardons le crucifix, puis finalement on leur dise non. T'es comme on le va Joker, tu pareil. veux mettre le feu dans la place? Qu'est-ce que C'est c'est pas ça? une question de mettre le feu, mais je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Là. C'était le temps que ce dossier-là se termine. Là, puis il n'y avait pas lieu d'étirer ça. Mais il me semble qu'il aurait pu montrer que... Puis là, jeter le crucifix dedans, quelque chose de même. Là, tu sais. Écoute, non, deuxième point Goodwin de l'épisode. Il aurait pu montrer que c'était... Tu sais, que c'est la laïcité l'affaire. Tu sais, puis ça n'a pas de bon sens que les lois du Québec soient votées sous le crucifix. Ça n'a aucun bon sens. Ah, là, je te rejoins plus. Faire un geste qui est définitivement laïque, un statement. Ouais. Là, ils l'ont fait trop en deux, mais je sais pourquoi ils ont fait ça. Je comprends, là. Tu sais, je pense, mais ça me faisait rigoler. Moi, j'aurais fait un show plus que ça, me semble. Mais je sais pas si on veut retirer le divin symbolique d'une institution. Peut-être qu'on est mieux de pas faire quelque chose de trop symbolique et de trop représentatif en le sortant du paysage. Désacralisé. Hey, les boys, c'est quoi l'affaire de protéger? La nouvelle, c'est ça. Là. Le gouvernement donc protège dans la nouvelle charte, la nouvelle loi qui a passé sur la laïcité. On protège les signes religieux dans les institutions de l'État. OK, on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale, mais on n'enlève pas les autres. C'est complètement illogique puis pas cohérent. Ben, moi je présenterais ça assez simplement. En fait, on protège pas les symboles, on protège le gouvernement contre d'éternelles batailles sur le sujet. Ben? T'as pas l'air sûr? Non, je sais pas. Écoute, c'est sûr que ça peut avoir cet effet-là, mais... T'es laïque. T'es pas laïque à moitié. Il me semble. Mais là, encore une fois, où il y avait des symboles? Il y avait des symboles dans les hôpitaux. De quoi on parle? Là? Moi, je me souviens pas d'avoir vu de crucifix au bureau des véhicules automobiles, par exemple, là, à SAC. Ou, peut-être qu'il y en a, là, mais je les vois pas. Je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. Puis ça, je vais ramener l'idée du grand brasier. On a compris, LP. Toi, la Saint-Jean, t'aimes ça. Moi, là-dessus, là, je dirais, puis moi, personnellement, je les éliminerais tous, là, soyons bien clairs. Ouais. Mais ce que j'observe quand même, c'est que la droite et les mouvements religieux sont très bons pour obtenir ce qu'ils souhaitent sur de longues périodes, par petits pas, plutôt que d'essayer de jouer le all-in à chaque fois. Oh. Puis, nous autres, on est assez mauvais dans ce genre d'action-là. Et là, je pense que le gouvernement a été assez sage de le faire comme ça. Puis il va passer quelques temps. On va bâtir sur ce qui a été gagné avec le projet de loi 21, puis avec le retrait du crucifix à l'Assemblée. Puis dans quelques années, on va pouvoir réaborder cette question-là plus sereinement, puis les voir disparaître. Puis moi, que ça prenne 5 ans de plus ou de moins après 100 ans, ça me dérange pas. Malheureusement, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire et je vais dire totalement l'inverse sur mon prochain sujet qui est les changements climatiques. Je reviens avec la nouvelle sur le fond vert qui a été une véritable joke et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça faut que ça soit terminé, les mesures cosmétiques. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Clément, à 4000%. Mais sur ce dossier-là, les données parlent, les chiffres sont implacables. Il faut lancer une transition économique, énergétique qui est neutre en carbone pour réellement faire de quoi maintenant. Mais
Mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est deux cas très différents parce qu'il y a des conséquences immédiates, irréversibles dans un cas puis pas dans l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, je veux dire, c'est des philosophies quand même différentes, mais sur ce dossier-là, malheureusement, il faut aller vers un all-in. On est rendu là, puis tu sais, il faut se battre pour carrément l'avenir de la société, ce qui s'en vient dans les prochaines années, tu sais. Tout en mixant ça avec une opportunité économique, parce que justement, il y a des groupes qui sont plus lents que d'autres. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont avoir assez de richesse pour traverser la prochaine ère, qui vont faire leur fortune sur les prochaines technologies. Donc, c'est le plus grand combat de notre époque. Il faut être la grande génération comme jadis naguère, nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents ont été la grande génération de la Seconde Guerre mondiale. L'appel est lancé de plus en plus. Les enfants comprennent. C'est le temps que les grands-parents soit cèdent la place ou joignent le mouvement. Puis il faut convaincre chaque député que vous voyez, chaque député que vous rencontrez, appelez-les, écrivez-leur pour leur dire que c'est maintenant une priorité. Avant, le sujet de l'environnement, c'était la priorité 424. Dans les dernières années, j'ai vu que ça a monté à la 4e position quand j'étais au PQ dans tous les sondages politiques qu'il y avait. C'était rendu la 4e position au monde, à peu près aux States, au Canada, au Québec. Maintenant, il faut que ça soit dans les 2 premières. Oui, on veut des bons jobs, on veut avoir santé et tout ça, mais à ce temps, on veut respirer, on va avoir une belle place pour laisser une terre en santé à nos enfants. Mais tu sais, aller au bout des conséquences de ce que tu dis, François, ça suppose que les gens reconnaissent que il doit y avoir des conséquences à ce qu'on dit. Ça doit être engageant, ça doit être contraignant. Puis, je rappellerai que de nombreux médias dans le monde ont, depuis 6 mois, choisi d'adopter dans leur ligne éditoriale qu'il ne fallait plus parler de changement climatique, que la réalité scientifique aujourd'hui imposait de parler de crise climatique et d'assumer ce que ça veut dire de parler de crise climatique. Aujourd'hui, à part QS au Québec, je n'ai pas entendu personne parler de crise climatique, sinon du bout des doigts. Et dans des discussions avec des amis dans les derniers jours, j'ai encore des gens qui me disent « Ouais, mais changement climatique, c'est la saveur du jour, c'est une expression à la mode. Revenons donc à développement durable. » Non. On ne parle pas de la même chose. Développement durable, c'est 1990, le rapport des Nations Unies. Il s'est passé 30 ans, on n'est plus là. Et là, c'est l'heure de mettre les pieds là où on sait qu'on doit aller, puis d'assumer le vocabulaire qui va avec. On est devant une crise qui aura des impacts. Puis comment on prépare le Québec à ça? Aujourd'hui, il y a juste QS qui a le courage d'en parler dans ces termes-là, puis j'entends pas encore de solutions concrètes. Puis je pense que quand on se fait dire par le premier ministre de l'Alberta qu'on n'a pas le droit de refuser l'oléoduc sur notre territoire, ça aide pas bien la cause. C'est clair. Oui, mais c'est une porte ouverte à parler de l'indépendance en lien avec la crise climatique, Batins. Absolument. Ouais. Hey, puis on s'entendait que sur la question de la taxe sur le carbone, là, dernièrement, l'Alberta et le Québec ont fait front commun contre la taxe sur le carbone parce que, pour des questions d'autonomie, puis entre autres, je dirais que c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, on s'entend. Pour nous, au Québec, on a déjà une bourse du carbone en partenariat avec l'Ontario pour l'instant, puis la Californie. Oui. Mais en Alberta, donc nous, c'était plutôt pour garder cette autonomie-là. Pour les Albertains, j'imagine que c'est pour continuer à faire du cash avec du pétrole sale. Donc, on n'est pas tout à fait... On est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons, on va dire. On s'entend que ils nous donnent le droit, l'Alberta nous donne le droit d'être autonome quand on est contre leur taxe sur le carbone, mais après ça, quand c'est le temps de faire passer un oléoduc sur notre territoire, là, il faut être du côté du fédéral. Oui, là, il faut vraiment, on n'a pas notre mot à dire. Là, on n'a pas notre mot à dire, exactement. C'est un petit peu, gros con en place, là, mais c'est aussi... ils défendent leurs intérêts, tu sais. Non, oui, c'est certain, OK, ils défendent leurs intérêts, mais je pense que les autres aussi, il va falloir qu'ils comprennent à un moment donné d'arrêter d'avoir la tête enfouie dans les gaz bitumineux et plutôt se réveiller aussi sur le côté de l'environnement parce que, tu sais, puis
après ça, je rappelle que Legault, il a accepté de faire un projet de gazoduc. Je pense qu'on devrait ça aussi s'y opposer. Tu parles de ça là, du Saguenay? Ben, il dit qu'il serait, entre autres celui du Saguenay, mais qu'il serait aussi ouvert à faire plusieurs projets de gazoduc si l'Alberta les propose, etc. Pour moi, l'environnement ne doit pas venir après ou même avec l'économie. Pour moi, c'est deux sujets séparés. L'économie, ça va, c'est son truc, mais l'environnement doit être premier dans ce débat-là. On fera pas ah ben, tu sais, le gaz, c'est juste un petit peu mieux que l'alternative qu'on a, le pétrole. Donc, en plus, on va pouvoir faire de l'argent, donc ça va être correct. Moi, je m'attends pas à du « ça va être correct ». Je pense qu'on s'attend à comme essayer de faire des vraies mesures, comme on disait. Il faut aller au bout du projet. Peu importe, ça va être difficile à un moment donné. On dirait que tout le monde attend le premier cave qui va vraiment y aller à 100% dans l'environnement au lieu de se poser des questions sur est-ce que ça va avoir des impacts sur mon économie. Ouais. Mais dans 10 ans, le premier cave, on va l'appeler le leader aussi. Ben exactement. Fait qu'on peut-tu être le premier cave, s'il vous plaît? Puis by the way, je trouve ça tellement niaiseux ce que tu dis, pas sur le fond, mais j'en reviens pas encore qu'on a encore ces débats-là sur le transport du pétrole. Le débat devrait être même plus sur le transport du pétrole. Il devrait être sur la sortie du pétrole. Moi, là-dessus, je suis assez inquiet parce que j'ai fait quelques recherches dans les dernières semaines sur, comment je dirais, le niveau de consommation ou de dégagement de gaz à effet de serre par province. Puis, ben, sans surprise, vu l'importance de l'électricité au Québec, le Québec est un bon élève au Canada. Puis je redoute le moment où le gouvernement de la CAQ va nous dire qu'on a de la place pour faire le projet du Saguenay ou pour des oléoducs, parce qu'au fond, on a de la place pour être un peu pire puis rattraper la moyenne canadienne. On est tellement bon élève, on peut chier ça un peu dans notre coin. Ouais, on a encore de la place pour prendre un peu... Ben, le marché du carbone, c'est un peu ça. Hein. Oui, absolument. Donc, c'est un peu la même logique. Ben, puis on s'entend que le marché du carbone, c'est bien beau, mais c'est pas la mesure qui va sauver le monde. Là. Non, c'est très années 90, comme disait Clément tantôt. Ouais. Mais pendant ce temps-là, pendant que le Guardian puis le New York Times choisissent de s'imposer des contraintes pour parler intelligemment de la crise climatique, au Québec, on tape sur Greta. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé, Clément? C'est quand même intéressant. Ah ben en fait, c'est juste pour pas s'éterniser sur le sujet, on a eu droit à nos quelques chroniqueurs au Québec, autant dans le Devoir que dans le Journal de Québec, pour faire des chroniques autour du thème Sainte Greta, ce n'est qu'une ado, pourquoi lui accordons-nous autant d'importance, que connaît-elle au changement ou à la crise climatique? Et puis, ben, ce qui a été intéressant aussi, c'est de constater que ces mêmes termes, ces mêmes critiques, ces mêmes angles d'attaque ont été repris partout en Europe ou en France, et ainsi de suite, vraisemblablement comme un moyen de diversion, et si on parlait plutôt du fond. Fait que tu penses-tu qu'on a été insulté qu'une adolescente nous fasse la leçon? Surtout à des personnages publics. En fait, je sais pas si ça a été vécu comme de l'insulte. Je pense que c'est comme un geste un petit peu désespéré, se sentant incompétent pour parler d'un sujet critique. C'est plus facile de faire la chronique sur le sujet en jugeant d'une personne qu'en traitant du fond. La palme là-dessus devrait aller au magazine du journal Le Monde qui a fait un long texte la fin de semaine passée sur les mauvais choix vestimentaires de Greta. Bravo. Es-tu en train de dire qu'on est en train de pas parler du sujet puis qu'il y a un détournement comme avec le génocide des Autochtones puis les camps de concentration au Texas? Ah, mais son linge n'était même pas recyclable. Ben, je comprends pourquoi elle vient en voilier à cette heure en Amérique. Elle n'a plus le droit, elle n'a plus de place dans l'air. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire là-dessus, ne contribuons pas à ça, mais il faut vraiment là, que les médias québécois se réveillent comme d'autres grands médias l'ont fait puis assument des responsabilités dans le débat public sur ce sujet-là. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle dit, Greta? Tu la connais plus que moi, Clément. Mais moi, ce que je comprends, là, c'est qu'elle dit, écoutez donc les scientifiques. Elle se présente pas comme quelqu'un qui connaît ça vraiment. Elle dit, écoutez donc ceux qui connaissent ça. C'est ça sa position? Ben oui, elle dit, moi, j'ai 16 ans, je lis ce que les scientifiques écrivent, ça m'inquiète, et vous, que faites-vous pour y répondre? C'est ça son discours. C'est tellement révolutionnaire en même temps, mais pas. C'est pas
Voyons. Du côté des États-Unis, alors on a malheureusement une photo d'un père et d'une fille qui sont morts noyés en essayant de traverser la frontière Mexique-États-Unis. Ça a fait le tour du monde, ça a secoué les États-Unis, ça a rappelé l'existence de ce que Ben, tu viens d'appeler ces espèces de camps de concentration qui sont officiellement des centres de détention pour les migrants. D'ailleurs, Alexandria Ocasio-Cortez en a visité un. Elle s'est fait insulter par les agents de la paix, même si elle est membre du Congrès. Elle a identifié, dévoilé des conditions inhumaines de détention. Le vice-président Mike Pence s'est même déplacé dans un des centres, mais lui, il a juste vu que ça puait, selon lui. Parlant d'AOC, d'Alexandria Ocasio-Cortez, Trump a dit à des élus démocrates de, entre guillemets, retourner dans leur pays, sauf qu'elles étaient tous nées aux États-Unis, sauf une, mais elles sont tous officiellement américaines. Ça l'a vraiment soulevé un tollé chez les démocrates et dans les médias. Kamala Harris s'est joint à AOC pour dévoiler un plan équitable de lutte au climat. Il y a aussi Robert Mueller qui s'est présenté devant le Congrès en commission parlementaire. Mueller a révélé que Trump pourrait être accusé d'obstruction après sa présidence, à la sortie de sa présidence. Il a aussi affirmé que l'ingérence russe se poursuivait en ce moment même. Pour ce qui est de nos amis à la course démocrate, le dernier sondage que j'ai vu, c'est le 11 juillet. On a Joe Biden à 26%, Warren à 19%, Harris à 13%, Sanders à 13%, Buttigieg à 7% et O'Rourke à 2%. Bernie Sanders est venu d'ailleurs au Canada cette semaine acheter de l'insuline pour mettre le sujet sur la map. Parenthèse très rapide, l'insuline a explosé de coûts par pression des compagnies pharmaceutiques aux États-Unis. Il propose aussi, Sanders, d'annuler toutes les dettes étudiantes. Toutes les dettes étudiantes. Warren a suivi et a emboîté le pas. Premier débat démocrate qu'il y a eu à la fin juin, Biden s'est fait ramasser par Harris. Il a même perdu 10 points dans les sondages et Harris a monté à la 3e place. Aujourd'hui même, ce soir, c'est le deuxième débat démocrate qui sera sur 2 jours. Donc, on est mardi, ça continuera mercredi également et on pourra suivre les suites de tout ça. Mais là, je pense à ça. Benoît, je te regarde. Les démocrates, ils parlent constamment de Trump, donc ils parlent constamment de l'adversaire. Ils n'arrêtent pas de s'ostiner entre eux publiquement. Coudon, Ben, est-ce que les démocrates, c'est les nouveaux péquistes? Moi, je pense que oui. Je le dis, ça fait très longtemps. Puis c'est clair, il y a plein de parallèles à faire. C'est des gens qui essaient beaucoup d'être énergiques et convaincants plutôt qu'authentiques et cohérents. Puis ça paye pas. Tu vois, ça paye dans les États où ils sont déjà très forts. Puis dans les États qu'il faudrait qu'ils gagnent pour reprendre la Maison-Blanche, ben ça fonctionne pas. Puis c'est là, le danger pour eux est encore là. Ils sont 20 quelques là, à vouloir devenir le candidat. Puis le danger, s'il n'y a pas un nombre si le nombre se tasse pas un peu, que ça se mette à chicaner ben trop, puis que là, tout le monde va dire, voyons, c'est quoi les démocrates? C'est un parti de chicane, ça? Ouais. Puis, écoute, mais il y a plein de choses intéressantes qui se disent aussi, mais peut-être que, étant donné le nombre élevé de candidats, on les entend pas. Parce que Buttigieg en a sorti une pas pire, là. Il dit, Buttigieg ou... c'est effectivement Buttigieg, ouais. C'est Buttigieg qui a dit, peu importe ce qu'on va dire, ils vont nous traiter de socialistes. Fait qu'on serait bien mieux de faire ce qu'on a envie de faire, puis c'est tout. Parce que, faut pas se tromper, là, le socialisme est aux républicains ce que le référendum est aux libéraux du Québec. C'est tellement vrai! Je dis, voyons, c'est clair, là, peu importe, il arrive de quoi? Ah, c'est des socialistes. Puis après ça, il y a les taxes aussi. Ils jouent là-dessus un peu, là, mais socialiste puis référendum, c'est pareil. Donc, oui, pour répondre à ta question, est-ce que les démocrates sont des péquistes? Je dirais oui. Clément? Ben, moi, 2 choses là-dessus. La première, je suis fasciné, fascination morbide peut-être, par la stratégie de Trump actuellement, qui est de jouer son va-tout en
n'amenant le débat sur une opposition sur l'immigration, sur les Noirs, sur la frontière. Division raciale, et il franchit toutes les limites de ce qu'on croyait pas faisable dans la politique américaine. Ouais. Et là-dessus, c'est pas un hasard pour moi s'il a retourné son fiel en premier contre les 4 femmes, ce qu'il appelle la squad. C'est parce que ces 4 femmes-là ont le courage de s'attaquer aux sujets et aux enjeux sur lesquels Trump erre, plutôt que de s'attaquer à... Ça ne veut pas dire qu'ils n'abordent pas Trump, mais ils restent sur les enjeux. C'est ce qu'ils ont fait à la frontière, c'est ce qu'ils font dans d'autres sujets, et c'est ça qui fait mal. C'est de rester sur les enjeux plutôt que de personnaliser puis de s'attaquer à Trump. Donc, c'est difficile, ça. Ben oui, c'est difficile, c'est sûr. Puis ça revient à toutes les questions qu'on a abordées depuis le début sur la politique québécoise, sur la politique fédérale. C'est restons sur les enjeux, puis sur qu'est-ce que nous, comme politiciens, on propose comme réponse à ces enjeux-là. Puis tant qu'on est là-dessus, on oblige l'adversaire à répondre sur nos propositions. Ça fait que moi, j'ai envie que ces 4 femmes-là continuent sur ce terrain-là, puis que le Parti démocrate se laisse pas entraîner à répondre à Trump pour Trump, le personnage, et reste sur les sujets. Aujourd'hui, pour moi, quand je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, je suis à tour de rôle les candidats sur Twitter quelques semaines. Pour moi, il y en a qui réussissent mieux que d'autres sur ce sujet-là. Ouais. Elizabeth Warren réussit à plutôt garder sa ligne, même si elle se permet des commentaires sur Trump à l'occasion. Harris est plus batailleuse là-dessus. Buttigieg est assez bon. Jay Inslee, qu'on oublie souvent dans cette affaire-là, est sur la crise climatique continuellement, puis s'assure d'amener ce sujet-là. Moi, c'est ces 4-là que je suis actuellement, puis je trouve qu'ils ont la bonne attitude dans la bataille qui se prépare. Puis tu trouves ça rafraîchissant? Ben, je trouve ça rafraîchissant parce que la leçon de l'élection précédente, c'est que si on laisse notre quotidien être accaparé par répondre au personnage Trump, on le sait ce que ça donne déjà, puis il n'y a pas de raison de penser que ça va donner différent la prochaine fois. Ouais. T'es d'accord, LP? Moi, au début de l'élection, pas au début de l'élection, mon Dieu, au début de la course, quand les gens avaient commencé à annoncer leur couleur, j'avais vraiment aimé Elizabeth Warren. Je crois qu'elle avait vraiment fait une sortie. Je crois que c'était quelqu'un d'hyper intéressant. Je l'avais entendu en entrevue, puis tout son background, autant du côté avec une famille militaire, puis avec quand même un bon attachement à la gauche. Je trouvais que c'était super intéressant. Puis l'autre qui m'avait marqué aussi, c'était Sanders encore. Puis tu vois, dans ce temps-là, il parlait de quelque chose comme il faut créer un mouvement de 1 million de personnes ou de 1%, quelque chose comme ça. C'est Sanders qui voulait faire. C'est Sanders qui voulait créer ce mouvement-là. Je me demande, est-ce qu'ils sont en train de créer ce mouvement-là? Est-ce qu'ils travaillent à ça ou c'est dans le chamaillage avec Trump en ce moment? Ben, tu t'en vas exactement ce que je m'en allais parce que... Ben, je te pose la question. Moi merci, belle passe sur la palette. Je pense vraiment qu'il faut pas... Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Clément. Je trouve que ce sont tous des personnages intéressants. Je pense qu'il faut pas penser Sanders et Warren comme vaincus, ou penser qu'ils sont... même si Sanders est quand même assez bas relativement à toute la gang, Warren monte en ce moment parce qu'elle reprend une certaine visibilité médiatique, mais justement, avoir cette visibilité médiatique, c'est important à court terme, mais qu'est-ce que ça sert à long terme? T'sais? Gagner la journée n'est pas la priorité ultime. Surtout quand tu fais un marathon de plus d'1 an à ton élection. Normalement, à ton moment à plus d'1 an de ton élection, tu es en train de... Je reviens à ce que j'ai dit tantôt au fédéral. Tu es en train de bâtir ton noyau de bénévoles, ton noyau de donateurs, tu fais tes fondations, tu martèles ton message principal. Tu as ton arc narratif, et dans ton arc narratif, tu as des messages, 3-4 messages clés, tu sais. Puis, je vous invite à aller écouter l'excellente entrevue de Bernie Sanders à Pod Save America avec Jon Favreau. Pas pour nécessairement être d'accord avec ses positions,
mais pour voir comment il est capable de répondre d'ailleurs à toutes les questions de Favreau sans problème, parce qu'il sait pourquoi il se présente. Comme Warren, c'est très clair pourquoi il se bat. Il veut un rééquilibrage économique, puis son adversaire est clair. Les riches ont tout pris, puis ils laissent rien au monde normal. Fait que ça, on peut être d'accord ou pas sur le fond, mais ses valeurs sont claires. Puis ça motive, ça mobilise, ça génère du cash, ça génère des appuis. Warren avec un discours hyper similaire, des fois mieux punché que l'équipe de Bernie Sanders, des propositions plus innovantes, plus actuelles, fait une excellente campagne, est rendu deuxième. Puis je vais revenir, Clément, désolé, mais je vole du contenu que tu nous as envoyé en privé cette semaine. Je vais revenir avec l'éditorial du New York Times de David Leonhardt, qui, et là je l'ai traduit en français, expliquait clairement ce qu'on a dit dans tout ce balado aujourd'hui. Il écrivait « Comment les démocrates l'ont-ils fait pour gagner en 2018? En organisant une campagne intelligente, populiste, axée principalement sur des problèmes tels que les soins de santé et des bons emplois. Les démocrates qui ont gagné dans les circonscriptions électorales n'ont pas beaucoup parlé de Trump, des scandales russes, de l'immigration, et se sont contentés de parler de problèmes qui affectent la vie quotidienne de la plupart des électeurs. » Est-ce qu'on n'arrête pas de dire la même affaire tout le temps? Le mot-clé, c'est la vie quotidienne. Pour les gens, la politique doit apporter des réponses à des problèmes. Il faut être capable de nommer les problèmes puis de faire des propositions. Puis ça veut pas dire qu'on parle de vidange. Des fois, à l'époque où je faisais de la politique, quand j'amenais ce genre d'argument-là... À l'époque où je faisais de la politique, arrête. Parce que là, t'en fais plus. Touché, Clément. Mais quand j'étais au PQ, souvent, le contre-argument, c'était mais c'est le quotidien des gens, c'est comme trop... Je vais le vulgariser puis le garder à l'essence de ce que c'était, mais c'est trop basic, tu sais, c'est pas des grandes choses, c'est pas des grandes politiques. Nous autres, on aime ça, les grandes politiques, puis tu sais, on va faire un pays, puis on veut faire des jobs, ou tu sais, les libéraux, ça sera, on veut faire des jobs, on veut l'économie, Les grandes politiques ont des effets directs dans le quotidien des gens. Il faut être capable de faire le lien entre les deux. D'autres choses? Job de Mike. Suggestion de la semaine, messieurs. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? LP, je commencerai avec toi. Tu t'es marié, premièrement. Oui, absolument. Je me suis marié. Ça change quoi dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? On a fait un beau voyage. Oui, c'est ça. On a fait un beau voyage en Espagne. C'était bien le fun. Après ça, on est revenu dans un gros avion bien polluant. Tu t'es déconnecté de la politique. Oui, c'était quand même intéressant comme voyage, se déconnecter de la politique. Peut-être que c'est... T'es-tu déconnecté carrément de toutes les technologies aussi? C'était vraiment hot. T'as fait un Clément. Pendant mon voyage, j'ai même pas regardé mon téléphone pour quoi que ce soit. Okay. Puis en revenant, ta mère est morte. Disons que, ouais, c'est you ça. will never know. Puis en revenant, disons que j'ai été très, très peu attentif, autant du côté courriel que du côté messagerie, que du côté Facebook, etc. J'ai quasiment rien regardé. Puis c'est, comme je disais, le sondage qui m'a rallumé. Fait que ma Switch est à on. Fait que maintenant, j'invite tout le monde comme moi dans la prochaine semaine à s'informer sur qu'est-ce qui s'en vient du côté de la campagne fédérale pour soit s'y intéresser ou ne pas s'y intéresser. Mais même si on vous invite toujours à s'engager, s'impliquer, des fois, j'en comprends que Dr Valiquette recommande une petite déconnexion temporaire estivale. C'est nécessaire. Excellent. Ben, j'entends tu dire que tu avais un Westphalia, toi? Ouais, j'ai un Westphalia, mais il me reste encore 1 semaine et demie de job avant de partir 2 semaines avec. Oh boy! Donc, la van life, hein? Cette semaine, je vais essayer de préparer ces 2 semaines-là. OK. J'ai pas beaucoup d'autres choses. Là. Ça va être 2 semaines de job assez intense, puis après, on a 2 semaines de congé. Clément? Moi, j'ai recommencé le travail hier. OK.
Et après 2 semaines de vacances, mais il faut dire que j'en avais pris un petit peu au printemps. Et puis, j'essaie de prolonger ça en maintenant des activités que j'ai faites avec plaisir en vacances, puis que la vie quotidienne nous reprend assez vite à la rentrée. Comme Fait quoi? que j'essaie de cultiver ma créativité. Je n'ai déjà parlé, mais partir de rien, une feuille blanche. Fait que depuis quelques mois, je bricole la gravure, de la linogravure. Cette semaine, les amis, j'ai fait des cartes, tu sais, qu'on envoie avec des times dans des enveloppes comme dans l'ancien temps. Ouais. Si vous avez le goût que je vous envoie ça, puis que vous voyez un petit peu ce que je me suis amusé à faire, vous avez juste à m'écrire, me donner votre adresse, vous allez recevoir une lettre. Si vous avez encore une boîte aux lettres. Fait que ça, c'est un appel à tous les engagés à la maison. Oui, les auditeurs. Voyez votre. Il n'y a pas de code problème, vous postal m'envoyez à votre Clément. adresse, puis je vous envoie une carte avec un beau, gentil petit mot. L'appel est lancé. De mon côté, je pars en vacances. Alors, je vous laisse le balado pour 2 semaines, les gars, entre vos mains expertes. Lâchez pas ça. C'est bon, je vais m'arranger que ça déménage pas à Québec, définitivement. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Puis, non, moi aussi, je pars en van life, le Québec, les States. Je vais essayer de passer la frontière sans m'en faire arrêter ou non. Ça devrait aller. Mon Dieu, votre silence me fait peur soudainement. J'avais une très mauvaise blague, je la ferai pas. Et sur cette mauvaise blague que LP ne nous dévoilera jamais, c'était notre épisode des engagés publics cette semaine. Abonnez-vous sur à notre balado sur nos plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et comme toujours, engagez-vous. Découvrez nos suggestions d'engagement en visitant notre site web à engagépublic.com. Merci les gars. Salut! Salut! À la semaine prochaine. Puis, comme tu dis, Denis, je te refuse l'accès. Good! Prochain sujet. Denis, est-ce que t'es un gars à problème, toi? Est-ce qu'en plus d'être péquiste, t'es un client chez Desjardins? Denis, il est pas là. Hein. C'est pas Denis, ouais. J'ai dit Denis? Ouais. Ah... Denis, voyons, pourquoi je dis Denis? Il me manque. Il n'est plus là. Aïe, aïe. Pour vrai? Oui. Non. Aïe, aïe. Oui. T'es sérieux, là? C'est ce qu'on m'a dit. J'ai 3 sources. Ok, c'est ce que. Ok, ouais. Puis normalement, tu sais, quand on rejoue dans le même Roi Lion, normalement, la deuxième version est améliorée. Denis écrit soudainement le show est 20 fois meilleur. Ouais, parce qu'on bitch.